Alors que Justinien et Bélisaire mènent leur campagne en Afrique du Nord et en Italie, ça bouge pas mal en Francia aussi. 532, les rois francs Charibert et Clotaire décident de faire dans l'original et repartent à la conquête de la Bourgogne. C'est quand même bien d'avoir un passe-temps sous la main à chaque fois que tu t'ennuies. Ils essaient d'embarquer le roi Thierry avec eux, mais ce dernier n'en a plus grand-chose à faire. Et comme ces hommes se plaignent de ce manque à gagner, Thierry propose d'envahir l'Auvergne. Alors, l'Auvergne, c'est un territoire de Thierry. En même temps, pourquoi pas? C'est plus simple d'envahir quand c'est déjà à toi. Bon, pour être honnête, la région, qui était restée à majorité gallo-romaine, commençait à devenir incontrôlable. Il est donc temps d'aller mettre quelques claques. Ce qui nous permettra également de mieux connaître un type qui se révélera plutôt sympa pour un mérovingien. Tibère, le fils de Thierry. L'Auvergne. Ses vastes plaines, ses massifs volcaniques, sa capitale, Clermont, où naquit notre cher écrivain Grégoire de Tours. Une région riche, qui a souvent assuré la prospérité de sa population et la jalousie de ses voisins. Elle a bercé le peuple arverne, la tribu gauloise la plus puissante à l'arrivée de Jules César. Et c'est à Gergovie, au cœur de la région, que Vercingétorix a obtenu sa plus grande victoire sur le général romain. C'est avec plaisir que Clovis l'ajouta à ses prises en 507, mais la région resta profondément gallo-romaine, si bien qu'elle alimenta un foyer de résistance qui finit par entrer en éruption. Pour cela, rappelons-nous la petite épopée de Charibert en Auvergne, lorsque de fausses rumeurs sur la mort de Thierry étaient arrivées à ses oreilles. Eh bien, il n'est pas le seul à avoir essayé d'en profiter, puisque le sénateur auvergnat Arcadius essaya de soulever la population contre la domination franque, au même moment. Et Thierry ne l'avait pas oublié. En 532, il marche sur la région avec son armée. La dévastation peut alors commencer. Au château de Vollore, près de Thiers, les assiégés sont dupés et massacrés. Au château de Mériac, les défenseurs s'en sortent en payant lourdement leur sauvegarde. La campagne est ravagée, et seule la ville de Clermont est épargnée. Thierry laisse la région aux mains de Sigvald, un parent du roi franc, et rentre dans sa capitale. Et Arcadius dans tout ça? Eh bien, après avoir foutu le gros bazar, il se fait la malle avant l'arrivée de Thierry, et se réfugie à Bourges, sur le territoire de Childebert. Merci Arcadius. Mais ce n'est pas fini. En 533, Mundéric, un autre cousin éloigné du roi franc, décide de se rebeller et rallie quelques Auvergnats. Comme toujours, pour régler la situation, Thierry se demande ce que Clovis aurait bien pu faire. Il tente d'attirer Mundéric chez lui, mais ce dernier ne se laisse pas berner. Donc, Thierry repart faire un tour en Auvergne et assiège le rebelle à Vitry. Comme le château résiste plutôt bien, Thierry trouve une autre ruse dont le papa serait fier. Envoie un de ses hommes convaincre Mundéric de sortir de la place forte en prêtant serment que rien ne lui sera fait et, à peine après avoir mis un pied dehors, Mundéric est attaqué. Il se rend toutefois compte de la supercherie, parvient à tuer le messager parjure et meurt en combattant. Thierry est content. Si content qu'il oublie un moment les tentatives belliqueuses de son frère Childebert. Ils font alliance et ils s'échangent des otages. Mais si vous vous souvenez bien, l'échange d'otages n'est pas souvent très efficace. Les rois se chamaillent de nouveau, 3 secondes après, et les otages, dont pas mal de fils de sénateurs, tout de même, sont réduits en esclavage. Top. Il est maintenant temps de récupérer les terres du sud que les Goths avaient chippées aux Francs quelques décennies auparavant. Et c'est Tibère que Thierry envoie, le fils du roi de Reims. Celui qui avait vaincu les Danois et qui avait ensuite disparu un petit peu de notre histoire. Ah, et Clotaire envoie son fils Gonthaire. Mais finalement, il s'en retourne après quelques kilomètres, je ne sais pourquoi,
écrit Grégoire de Tours. La route de la gloire est donc complètement ouverte à Tibère. Il avance avec réussite, prend quelques châteaux avant d'arriver à celui de Cabrières. Il menace ses occupants et investit rapidement la place. Ça se passe super bien et il se fait plein de potes. Mais une personne en particulier pique sa curiosité. Il y avait en ces lieux une bien belle femme. Son nom, Deutérie. Tibère en tombe follement amoureux, et après quelques mots doux et quelques verres de vin, il la fait entrer dans son lit. Tibère avait alors un bon compagnon de campagne, Givald, le fils de Sigevald, celui que Thierry avait mis à la tête de l'Auvergne. Tibère était également le parrain du jeune homme. Alors qu'ils assiègent la ville d'Arles, Tibère reçoit un message. Son père a tué Sigevald, pour une raison qui ne nous est pas connue, et lui demande de tuer Givald. Cette nouvelle a dû être comme un coup de massue sur le crâne du prince franc. Il doit maintenant choisir entre les ordres de son père, le roi, et la vie de son ami et filleul. Finalement, il choisit son compagnon. Il lui montre le message et l'aide à s'enfuir. Il allait maintenant devoir attendre le courroux de Thierry. Mais en fait tout va bien, puisqu'il n'en aura plus l'occasion. Thierry, le premier fils de Clovis Ier, meurt en 534. Tibère est prévenu, peu avant, que son père est dangereusement malade et que, d'après les mots de Grégoire de Tours, s'il ne se hâtait pas pour le trouver encore en vie, il serait dépouillé par ses oncles. Clotaire et Childebert allaient essayer de lui prendre son héritage. Étonnant. Il part en grande hâte avec son escorte, dépose Deutérie au passage en Auvergne, gagne le nord-est et arrive à temps au chevet de son père. Les derniers soupirs de ce dernier attirent immédiatement les ambitions des tontons. Mais Tibère fait preuve d'une grande force face à eux. Il résiste à leurs assauts et se fait couronner roi des Francs à Trèves. Après Clovis, Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire, il est le 6e mérovingien couronné roi des Francs. Il en profite pour se marier avec Deutérie qu'il fait revenir d'Auvergne. En fait, Thierry l'avait promis à une princesse lombarde. Et Tibère ne semblait pas apprécier l'idée de cette union vu que les fiançailles traînaient sur plusieurs années. Le papa mort, Tibère ne voit plus d'opposition pour les annuler. Les tensions avec les oncles s'apaisent quelque peu. Effectivement, Childebert invite Tibère, le couvre de tant de cadeaux que toutes les personnes présentes sont impressionnées. Et enfin, il fait de son hôte son héritier, n'ayant lui-même pas de fils. Bon, Clotaire n'avait sûrement pas apprécié la manœuvre, mais il semble qu'il resta muet sur le sujet. Et la conquête de la Bourgogne dans tout ça ? Eh bien, elle s'est passée très bien. Gondomar a été tué, et les rois francs se partagent la région. Tibère en récupère même un bout, puisqu'il avait participé à la campagne. Le début du règne de Tibère commence donc plutôt bien. Mais il va très bientôt faire face à une terrible menace, qui touchera non seulement son royaume, mais également toute l'Europe. Une tragédie qui n'est pas de source humaine, mais de source naturelle. Le monde va trembler, et ce qui restera une des pires décennies de l'histoire pour l'homme va commencer. Retrouvez-nous donc très bientôt pour notre prochain épisode où nous verrons si les rois francs se sortiront de cette terrible période.